et présidentielle pour 2019. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Quand on parle de la Mauritanie sous le premier pouvoir civil, on parle du premier président mauritanien, Mokhtar Ould Daddah. Dans cette partie, nous allons d'une manière très claire préciser que c'est sous ce régime que les jalons d'un racisme d'État ont été posés. C'est avec ce président que les prémices de ce racisme d'État ont commencé à apparaître. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dès que ce président est venu au pouvoir, il a commencé à procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui l'arabisation à outrance. Il fallait donner plus de pouvoir et de marge de manœuvre à une communauté, la communauté arabo-berbère. Alors, comment ces actions se sont-elles traduites? Le président, fraîchement venu au pouvoir, a voulu donner le monopole de l'économie, le monopole du pouvoir à sa communauté minoritaire sans aucun doute. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il fallait trouver une solution pour maintenir les principaux leviers du pouvoir, à commencer par l'armée. C'est dans ce cadre que ce président a élaboré une stratégie qui consistait à envoyer en formation de jeunes morts destinés à devenir des sous-officiers. Et ce sont ces sous-officiers qui constituaient l'ossature de l'armée mauritanienne. Et ce sont eux qui sont devenus les officiers qui ont renversé le pouvoir civil pour venir au pouvoir en 1979. Il ne s'agissait pas tout simplement de contrôler l'armée, il fallait contrôler l'administration, il fallait arabiser et imposer aux autres communautés noires, c'est-à-dire les Peuls, les Wolof, les Soninké, la langue arabe qui n'a jamais été la leur. Alors pour aller plus loin, ils ont commencé à arabiser les symboles de l'État. Et pour cela, il a créé une nouvelle monnaie. Cette monnaie, c'est l'Ouguiya. C'est cette monnaie qui est utilisée aujourd'hui en Mauritanie. Ouguiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire un sou en langue hassania, c'est-à-dire la langue des morts. C'est une manière de nous imposer à parler une langue qui n'est pas la nôtre. C'est une manière également d'exporter cette langue et de donner à la Mauritanie une image arabe. Donc c'est ça les jalons qui ont été posés par le premier régime de Mokhtar Ould Daddah. Il y a eu des réactions timides de la part des négro-mauritaniens qui se sentaient déjà menacés. Il y a eu les premiers affrontements intercommunautaires entre les Noirs de Mauritanie et les Maures au pouvoir. Ces affrontements se sont soldés par des blessés, mais aussi par des massacres. Ces mesures marquent le début d'un racisme d'État en Mauritanie. En 1979, il y a eu un coup d'État organisé par des officiers morts qui ont imposé une dictature. Mais le président qui a le plus marqué cette période, c'est celui qu'on appelle le colonel Ould Taya. C'est sous son régime que des purges ont commencé en Mauritanie, entre 1986 et 1991. Il a commencé d'abord par une épuration dans les rangs des intellectuels noirs de Mauritanie. La majorité arrêtée, emprisonnée dans des bagnes, ce qu'on appelle le mouroir de Walata, où un bon nombre d'intellectuels mauritaniens ont rendu l'âme. Donc ce sont des martyrs. 1987, après avoir fini avec les intellectuels noirs, il fallait s'en prendre aux officiers noirs, ceux qui étaient capables de défendre la communauté. À la suite d'une tentative de coup d'État avorté, il y a eu une purge dans les rangs de l'armée qui ne concernait que les Noirs mauritaniens. C'est ainsi qu'il y a eu des centaines d'arrestations et qu'il y a eu des exécutions dont les plus connus sont les lieutenants Ba Seydi Sar Amadou et Si Saïdou. Ça, c'était en 1987. 1989, ayant constaté
que les Noirs constituaient un important poids démographique, le régime d'Ould Taya a voulu dénégrifier le pays. Alors il s'est saisi comme prétexte des affrontements, un affrontement banal entre éleveurs et cultivateurs. C'est ainsi qu'il y a eu des affrontements entre les communautés. Certains disent qu'au Sénégal, des Mauritaniens ont été malmenés, alors qu'en Mauritanie, c'est l'État lui-même qui a organisé le massacre de ses propres citoyens noirs et qui a organisé aussi leur déportation. Résultat, après 3 jours de tuerie, l'État mauritanien a commencé à expulser des Noirs mauritaniens qui n'ont connu aucun autre pays que la Mauritanie. Ils sont nés mauritaniens, ils ont grandi en Mauritanie, ils ont leur terre, leurs biens en Mauritanie. Leur seul tort était d'avoir la couleur noire. Résultat, il y a eu près de 120 000 Noirs mauritaniens expulsés de la Mauritanie qui se sont retrouvés entre le Sénégal et le Mali. Le problème reste encore non résolu. Bon, je dirais qu'il n'est pas entièrement résolu parce qu'on va revenir sur ça au fur et à mesure. Quand il y a eu ces événements de 89 qui ont marqué les massacres à grande échelle et les déportations, il y a eu aussi une nouvelle période qui a marqué cette fois-ci l'épuration dans les rangs de l'armée. Ils sont des milliers de soldats noirs qui ont été arrêtés partout en Mauritanie, du nord au sud, d'est en ouest. Ces Noirs de Mauritanie ont été maintenus pendant de longs mois dans des camps de concentration où ils ont subi toutes sortes de tortures et d'humiliations. Résultat, 509 soldats noirs mauritaniens ont été exécutés et plus de 2000 sont des rescapés. Ils prennent encore des séquelles de ces tortures. Ça, c'était en 1990. Pendant que les soldats étaient emprisonnés et subissaient des tortures, les civils vivant dans la vallée du fleuve étaient aussi soumis à un régime de terreur. C'était ça le régime de Taya, c'était ça la vie des Noirs de Mauritanie. Donc tout ça, c'est le résumé de ce qui s'est passé pour que les gens comprennent, ceux qui connaissent mal l'histoire de la Mauritanie, comprennent comment les Noirs ont vécu cette période. Ils comprennent également ce que les Noirs vivent actuellement dans leur pays. Après avoir commis tous ces massacres, l'État qui contrôle le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ils contrôlent le pouvoir exécutif, ils contrôlent le pouvoir judiciaire, ils contrôlent le pouvoir législatif. Ils se sont arrangés pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est cette majorité à l'Assemblée nationale qui est acquise au pouvoir en place, a voté une loi d'amnistie en 1993. Cette loi d'amnistie de 1993, elle couvre des criminels qui ont commis des atrocités contre des civils, contre des militaires. Et aujourd'hui, aucun d'entre eux ne peut être poursuivi sur le plan juridique. C'est pourquoi nous avons toujours dénoncé cette loi d'amnistie de 1993, une loi scélérate qui protège des criminels. C'est également sous le régime de Taya qu'il y a eu le début des expropriations à grande échelle. Non seulement ces Noirs ont été déportés, ils ont subi ces massacres, ils ont été radiés de leurs fonctions dans l'administration et il fallait également les exproprier. Et c'est ce qui s'est passé à la fin des années 90, entre 1990 et 1997. Alors pour couronner le tout, il fallait imposer définitivement la langue arabe à ces populations noires qui devaient être assimilées. Alors la stratégie était très simple. Il fallait massacrer une partie, déporter l'autre partie, et la partie qui reste, il fallait l'assimiler. En 1992, il y a eu des réformes sur le plan éducatif. Ces réformes ont imposé l'enseignement obligatoire de l'arabe dans certaines matières. C'est ainsi que la langue arabe a été imposée comme une matière. L'IMCR scindé en deux, instruction religieuse, instruction civique en arabe, ce qui fait 3 matières. L'histoire désormais dispensée en arabe, la géographie dispensée en arabe et plus tard le droit en arabe.
Ce qui fait que nos enfants ont été dans l'obligation d'apprendre toutes ces matières en arabe, une langue qui n'est pas la nôtre. Donc c'était le processus, l'aboutissement d'un processus. Ça c'était la troisième période, quand les militaires sont revenus au pouvoir d'une manière tout à fait déguisée. On va parler de démocratie, mais il y a des missions de l'armée, on dit qu'il est civil, alors que l'armée était toujours restée cramponnée au pouvoir. Une autre période qui a marqué l'injustice contre les Noirs, c'est le recensement qui a commencé au mois de mai 2011. L'État a parlé d'assainir l'État civil. Qu'est-ce qu'ils entendent par assainir l'État civil? Il fallait trouver une solution pour dire qui est réellement mauritanien et qui ne l'est pas. Ils ont oublié une chose, que la Mauritanie est une création récente, une création purement coloniale. Nos régions existaient avant l'arrivée du colon français. Il s'agissait de nos terres du Fouta, il s'agissait de nos terres du Wallo, il s'agissait de nos terres du Guinée-Maha. Maintenant, la France qui voulait assurer une liaison géographique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale devait créer un État tampon entre les deux. C'est ainsi que nos terres ont été complètement annexées et ils en ont fait un État entre 1901 et 1903. Presque un siècle plus tard, on veut exclure les enfants de ces autochtones en inventant un recensement discriminatoire et raciste. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons appelé ce recensement un recensement discriminatoire et raciste? De la conception à l'exécution, ce recensement montre qu'il y a une communauté qui a la volonté manifeste d'exclure une autre. Alors pour ce recensement, il fallait constituer des commissions. Ce sont des commissions, il y a la commission nationale, il y a des commissions départementales. C'est à ces commissions qui comprennent entièrement composées de Maures. Alors nous nous sommes dit que ce recensement, il ne peut pas être objectif dans la mesure où on est en train de parler de l'avenir du peuple mauritanien. On est en train d'assainir le fichier national d'état civil. Pourquoi confier tout ce processus aux membres d'une seule communauté? La logique était simple. Ce qui se fait sans nous est fait contre nous. Alors nous avons commencé à dénoncer en fondant un collectif qu'on appelle Touche pas à ma nationalité, parce que nous avions senti que notre existence en Mauritanie était menacée. Nous avons senti que les gens veulent nous confisquer notre nationalité, alors nous avons appelé comme ça le mouvement Touche pas à ma nationalité. C'est dans ce cadre que nous avons défié les autorités dans les rues, que nous avons organisé des manifestations pour dire non à cette mascarade. Nous avons notre pays, c'est la Mauritanie. C'est le seul pays que nous avons. Nous n'avons aucune autre patrie. Nous avons subi la répression, nous avons connu des massacres de nos militants, nous avons connu la prison par rapport à tout ça. Alors ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Résultat, une importante partie de la population noire de Mauritanie est devenue apatride. Alors, l'État s'est servi de la religion et de la langue pour déterminer qui est réellement mauritanien et qui ne l'est pas. Si vous êtes candidat en l'enrôlement, vous voulez vous recenser, un Mauritanien comme vous, mais tout simplement qui a un privilège dû à sa couleur blanche. C'est à lui maintenant de juger de votre mauritanité. Il va vous parler en langue arabe ou hassania. Si vous avez le malheur de ne pas comprendre cette langue, vous êtes de facto exclu. Exclu pourquoi? Ils vont vous dire, si vous êtes réellement un Mauritanien, vous devez être en mesure de parler arabe. Donc, critère arabité, donc c'est ce qui déterminait la mauritanité, selon ces gens qui étaient chargés d'organiser le recensement du début à la fin. Critère religion, on n'hésitait pas à vous demander de réciter certains versets du Coran. Alors, vous pouvez être musulman, mais rien ne m'oblige à réciter des versets du Coran, parce qu'on n'est pas en train de me juger par rapport à ma religion. C'est la citoyenneté, elle n'a rien à voir avec la religion. Si vous ne savez pas réciter, ou vous ne récitez pas ce verset du Coran, alors vous êtes aussi exclu. C'était une véritable mascarade. C'est de cette manière que ces Mauritaniens sont devenus apatrides.
ça ne concernait pas seulement les Mauritaniens vivant en Mauritanie, était ciblé aussi les Mauritaniens vivant à l'étranger. Ils devaient se faire enrôler dans leurs ambassades respectives. Alors, qu'est-ce que l'État mauritanien a fixé comme règle? Il s'agissait de règles véritablement coercitives. On demandait à ces Mauritaniens de fournir des documents qu'ils ne pouvaient pas obtenir facilement. Alors, c'est de cette manière qu'un bon nombre de Mauritaniens vivant à l'étranger s'est retrouvé exclus. Comment? Ils ne se sont pas recensés, donc ils n'ont plus de papiers mauritaniens. Sans ces papiers mauritaniens, ils ne peuvent pas avoir certains documents de séjour, donc ils sont devenus des apatrides par rapport à leur pays. Ils sont aussi devenus des sans-papiers par rapport à leur pays d'accueil. C'est ça la situation de nombreux Mauritaniens vivant à l'étranger. Il y a un point encore très sensible. J'avais parlé des événements de 89 et de Mauritaniens expulsés qui se sont retrouvés au Sénégal et au Mali. On avait dit qu'ils étaient au nombre de 120 000. Quand il y a eu des élections présidentielles de 2007, qu'il y a eu un président, le premier véritablement élu démocratiquement, a voulu prendre en charge cette question et de régler ce problème épineux d'une manière définitive, il a initié ce qu'on appelle un dialogue national. Les Mauritaniens se sont retrouvés et l'État mauritanien a reconnu qu'en 1989, des Mauritaniens ont été expulsés de leur pays, qu'il fallait les ramener. Ils ont commencé le processus. Entre-temps, le président a été renversé. 24 000 ont pu retourner en Mauritanie. Mais sur ces 24 000 retournés en Mauritanie, il n'y a que 8 400 qui ont pu retrouver donc, leur nationalité mauritanienne. Les autres sont installés en Mauritanie dans des conditions tout à fait précaires, mais ils ne sont pas mauritaniens, c'est des étrangers dans leur propre pays. Ceux qui n'avaient pas du tout confiance à l'État mauritanien n'ont pas accepté de revenir sans des garanties claires. Alors, qui sont ces Mauritaniens? Ils sont au nombre de 14 000. Ils vivent au Sénégal dispersés dans différents camps de réfugiés. Que sont-ils devenus ces Mauritaniens qui sont au nombre de 14 000? Le HCR ne les prend plus en charge. Ils n'ont plus de documents officiels émanant du HCR. Ils ne sont pas des Sénégalais et ils ne sont plus des Mauritaniens. C'est également des apatrides. Ça fait partie des problèmes les plus complexes auxquels les Noirs de Mauritanie sont exposés. Quand on veut encore creuser pour aller plus loin par rapport à ce problème mauritanien, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de faire des Noirs de Mauritanie des sous-hommes, des citoyens de seconde zone. Donc, après avoir exposé tout ça, parlé des problèmes auxquels les Noirs de Mauritanie sont confrontés de 1960 à nos jours, il est important d'essayer d'établir un bilan. C'est quoi ce bilan? D'une manière succincte, montrer comment ces Noirs sont exclus avec des chiffres à l'appui. Nous avons parlé du partage du pouvoir. Forcément, quand on est dans un pays, on parle du partage du pouvoir. C'est-à-dire le partage des richesses, mais aussi de la justice. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif est monopolisé par la minorité arabo-berbère. Pourquoi on le dit? Les Noirs sont majoritaires, ils constituent une majorité écrasante, ils ont des gens instruits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont toujours un quota d'un 5e dans le gouvernement. Quel que soit le gouvernement en place, les Noirs sont cantonnés dans ce quota, un 5e des ministres. Ça, c'est le pouvoir administratif. Il y a l'administration locale, toujours qui représente le pouvoir exécutif dans les différentes régions. Le pouvoir, l'administration locale est à l'image du pouvoir exécutif, à l'image du gouvernement central. Sur une 50aine de préfets, les Noirs ne dépassent pas 3. Sur 15 gouverneurs, les Noirs ont toujours un seul poste de gouverneur. Et rien ne justifie ce quota. On ne peut pas nous dire pourquoi ce quota
a été fait de cette manière? Pourquoi les Noirs ont toujours un cinquième de leur membres dans le gouvernement? Pourquoi ils ont toujours un gouverneur sur 15? Pourquoi ils ont toujours 3 préfets sur 53? Rien ne justifie ce quota. Ensuite, on va parler du pouvoir législatif. Là, on va donner des chiffres à l'appui, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, les 2 chambres réunies. Le Parlement mauritanien compte 147 députés. Sur les 147, il n'y a que 25 Noirs. On va nous dire que c'est le résultat d'un vote. Non. Tout a été fait de sorte que les Noirs ne puissent pas avoir un cinquième des députés à l'Assemblée. Il y a ce qu'on appelle le découpage électoral. La plus petite localité arabo-berbère dispose d'un député. Alors que les localités les plus peuplées qui sont dans le sud, habitées par des Noirs, ne comptent qu'un nombre minime de députés. Quand on donne un exemple, on peut être édifié. On prend l'exemple d'une localité dans le nord qui s'appelle Birmogreen. À Birmogreen, localité habitée par des Arabes, quand vous êtes candidat, il suffit d'avoir 800 voix pour être député. 800 voix pour être député. Vous partez dans le sud, dans la localité de Seribabi par exemple, habitée par des Noirs. Pour être député, il faut avoir 8700 voix. Alors à ce rythme, comment les Noirs pourront-ils avoir autant de députés que les Maures? Résultat, les Arabo-berbères vont avoir la majorité écrasante au niveau du Parlement, ce qui leur permet de voter des lois qui écrasent les Noirs. Donc ça, c'est le pouvoir législatif. 25 députés sur 47 sont Noirs. Seulement 8 sénateurs sur 53. Les 2 chambres réunies, le Sénat et l'Assemblée, donc les Noirs n'ont que 33 députés sur 200, 33 parlementaires sur 200, sur 203. Le pouvoir judiciaire, qui a été complètement arabisé, c'est un instrument de répression. Les Noirs ne sont plus représentés dans le domaine de la justice, ils ne sont plus représentés dans les forces de sécurité, ils sont moins représentés dans l'administration, moins sous-représentés dans le pouvoir législatif, moins représentés également dans l'armée depuis l'épuration et les purges qui ont été effectuées entre 1986 et 1991. Dans l'armée, aujourd'hui, les Noirs ne peuvent pas représenter plus d'1% des officiers de l'armée mauritanienne. À l'école nationale des officiers, un Noir ne peut plus intégrer l'école des officiers. Il y a eu un lycée militaire national qui a été ouvert. On ne recrute jamais un enfant noir dans ce lycée militaire. Ce qui fait que d'ici 5 ans, maximum 10 ans, il n'y aura plus un noir dans l'armée mauritanienne. Ce qui fait que nous ne pouvons pas appeler cette armée une armée républicaine. Nous disons d'une manière très claire qu'il s'agit d'une milice. Indépendamment de cela, il fallait aussi étouffer les Noirs dans d'autres domaines. Dans le domaine économique, il y a près de 16 banques privées en Mauritanie. Aucune banque n'est détenue par des Noirs. Même quand ils ont des moyens d'ouvrir une banque, ils n'ont jamais cette autorisation. Donc, sur le plan économique également, ils sont étouffés. L'État va aller plus loin en confisquant les terres. Et ces terres, ce sont des terres fertiles. Ce sont des terres qui appartiennent aux autochtones noirs. Ces terres ont été confisquées, attribuées à des hommes d'affaires arabo-berbères ou louées à des industriels arabes venus d'Arabie Saoudite ou du Koweït. Ce sont des milliers d'hectares loués sous forme de baux entre des périodes de 25 à 90 ans. Alors, que reste-t-il aux Noirs? Il est là. Rien du tout. Ils sont marginalisés et exclus sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan administratif. Et il y a aussi le problème de l'esclavage. On est au XXIe siècle. Il y a encore des personnes, des êtres humains qui sont la propriété d'autres êtres humains. Donc c'est ça l'épineuse question de l'esclavage en Mauritanie, où une communauté ou une partie d'une communauté est victime d'un esclavage à l'état primaire. Donc d'une manière très résumée, donc c'est ça la situation des Noirs
de Mauritanie entre 1960, de 1960 à nos jours. Maintenant, une grande question doit être posée. Après avoir établi ce bilan très sombre sur la situation des Noirs de Mauritanie, alors qu'est-ce que les Noirs ont ou doivent avoir comme perspective à l'approche des élections de 2019 ou perspective à long terme dans ce pays où leur avenir n'est pas du tout garanti? Pourquoi on parle d'un avenir qui n'est pas garanti? Parce qu'en Mauritanie, l'égalité des chances n'existe pas. Il suffit de naître blanc pour avoir toutes les chances de réussir, et il suffit aussi de naître noir pour avoir donc moins de chances de réussir. C'est ça la situation des Noirs de Mauritanie. La question est posée et nous voulons bien que les gens puissent prendre la parole pour poser des questions afin d'enrichir le débat et d'échanger d'idées, surtout par rapport aux perspectives qui ont été demandées au cours de la conférence. Lui, il aimerait bien qu'on parle de la Mauritanie avant 1960, c'est-à-dire avant l'indépendance. Je parlais de 1933 à 1960 ou même au-delà. Il a fait une remarque, qui n'est pas seul à faire d'ailleurs, c'est quelque chose de connu par un bon nombre de Mauritaniens. Avant l'indépendance, et quelques années après l'indépendance, les Noirs étaient les mieux instruits. Et pourquoi il y a eu ce renversement de situation? Aujourd'hui, c'est la communauté arabo-berbère qui détient le savoir. Détient le savoir, c'est-à-dire, ce sont eux qui contrôlent l'éducation, ce sont eux qui contrôlent certaines les rouages de l'administration. C'est très simple. Pendant la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle l'école coloniale. L'école coloniale était obligatoire. On envoyait les enfants à l'école. Ça commençait même par les fils des chefs. C'est ce qu'on appelle l'école des fils de chefs. C'était obligatoire. Et en ce moment, ce qui se passait, c'était quoi? Les Noirs étaient sédentaires. Ils habitaient dans des villes, ils habitaient dans des villages. Alors que les Arabo-Berbères étaient des nomades. Alors, des gens qui sont nomades ne peuvent pas faire l'école. On ne va pas les suivre dans le désert. Eux qui se déplacent tous les mois, on ne peut pas envoyer leurs enfants à l'école. Résultat, ce sont les enfants des Noirs qui étaient sédentaires qui ont fait l'école. Après l'indépendance, alors ce sont ces Noirs qui étaient instituteurs, ce sont ces Noirs qui étaient infirmiers, ce sont ces Noirs qui étaient administrateurs, qui occupaient certains postes de responsabilité. Ce n'est pas parce que la Mauritanie donnait à chacun ce qu'il méritait, non. C'est parce que tout simplement, la communauté arabo-berbère n'était pas suffisamment outillée pour prendre les commandes du pays. C'est ce que le président Karoulada a compris très tôt. Sans le nommer d'une manière précise, il a procédé à ce qu'on appelle aujourd'hui une discrimination positive. C'est une manière de dire, voilà, on est tous des Mauritaniens. Il y a une partie des Mauritaniens en retard. Donc il faut permettre à cette partie de Mauritaniens en retard d'essayer de rattraper les autres. C'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à instaurer l'arabe et à donner à cette langue une partie importante dans l'éducation nationale. C'est-à-dire quoi? Instaurer des matières en arabe. Pourquoi instaurer ces matières en arabe? C'est une manière de permettre au monde de rattraper leur retard. Ils vont apprendre l'arabe à l'école, ça leur permet de progresser plus vite parce que c'est leur langue. Ensuite, ils envoient des étudiants dans des pays comme la Syrie, l'Irak ou en Jordanie. Donc, ces gens qui vont revenir avec des diplômes, obtenus comment, on ne sait pas. Ils vont revenir tout simplement avec des diplômes en arabe. On crée tout de suite des postes. Au fur et à mesure, on arabise. Certains postes sont créés, d'autres sont supprimés. Les postes supprimés sont généralement des postes en français, remplacés par des postes en arabe. C'est de cette manière que les arabo-berbères sont devenus majoritaires dans l'administration, puisque l'administration a été progressivement arabisée. Arabisée, et qui va profiter de cette arabisation? Ce sont ceux qui ont appris l'arabe. Et justement, ceux qui ont appris l'arabe, ce sont ces arabo-berbères à qui on a donné la chance d'apprendre leur langue à l'école, ce qui a été imposé aux autres membres de la communauté.
woni tan ko de Moukhtarul Dadda faami ko enen jangi ko wonno men jangude ko holɗum ko enen jogii gure eɗen koɗi heen kamɓe ɓe koɗano gure ɓe gonanoɗa keɓe jaaha lewru fof eɓen ɗo hannde janngo eɓen to ɓawa janngo eɓen bangi o to goruɗo noon wawa janngude école ko sukaɓe men jannganno école donc ɓen ɗon noon kañumen goni janguinoɓe goni safroɓe goni liggotoɓe administration ɗum wadde Moukhtarul Dadda faami ɗum tan o wi ko ahan alay saago ƴeewen no keɓɓitoriɗen ɗum ɗo woni arabe o adda fuɗɗi remplace français o ko kamɓe goni janngoɓe arabe o donc so wiyama poste uji arabe ina créé ko kamɓe keɓata ɗin ɗon poste uji arabe ne ɓeyde poste uji français ina guste ko ni woni hannde ɓe ɓuri men heewde donc s'il y avait un concours par exemple on dit on a besoin de 300 arabisants et de 50 francisants. Vous imaginez à ce rythme, à chaque fois qu'un concours est organisé, donc c'est de cette manière qu'ils sont devenus majoritaires dans l'Assemblée. Bon, Amadou Dia a posé une question intéressante. Il veut savoir c'est quoi notre position par rapport aux élections qui se profilent, les élections de 2019. Si on doit rejoindre Ibrahim Sarr ou on doit rejoindre un autre qui est mieux placé pour faire chuter le régime. Bon, on doit d'abord savoir qui est candidat. À ma connaissance, les gens ne se sont pas encore prononcés pour être candidats. Moi, je pense que nous, à notre niveau, dans nos différentes revendications, nous, on n'a jamais parlé de prise de pouvoir. Nous sommes de la société civile. Nous voulons l'égalité entre les citoyens mauritaniens. Nous voulons que les droits de tout un chacun soient respectés. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de poser un ensemble de revendications allant de la question des tueries, allant de la question du jugement des criminels, de l'esclavage, de l'expropriation des terres, de l'enseignement imposé de l'arabe aux autres citoyens. On va élaborer un document bien ficelé et nous allons dire voilà, c'est ça nos revendications. Tout candidat qui peut prendre en charge ces revendications, nous pouvons le soutenir. C'est-à-dire, en bawa wiide koye oɗo gonduɗen Dia Amadou en gandani hol gonɗo candidat ko mbawɗen wadde tan ko holɗum wiide toɓɓe men nani ɓaade enen en gonani candidat en mbawa wonde candidat ko wiide toɓɓe amen nani hol bawɗo ƴettande amen ɗeɗo toɓɓe kalen haala taccinaɓe kalen haala waraɓe kalen haala ɗemɓe gendi kalen haala leyɗele kalen haala laamu holno foti feccirede hakkude leƴƴi ɓiɓɓe hakkude ɓiɓɓe Mauritanie dariɗo noon jogui cuusal wiide ahan min de ko kallan ko fof mbiɗon hen eɗen mbawi wiide ahan oɗo ina wawi emin mbawi yarude mum kono noon tan en cuwa yettade ɗon. Donc reste maintenant à savoir quel est le candidat qui aura le courage de prendre en charge nos revendications que nous avons toujours posées, que ces criminels qui sont au pouvoir soient traduits devant la justice. Alors, est-ce qu'il y aura un candidat qui va accepter de poser ce problème? Est-ce qu'il y aura un candidat qui va accepter de parler de la restitution des terres des Noirs? Est-ce qu'il y aura un candidat qui va accepter de parler de l'abrogation de la loi d'amnistie? Alors, tous ceux qui vont accepter de poser d'une manière très claire ces revendications, on peut le soutenir, mais on n'en est pas encore là. La famille Dia Amadou. Revenons à vous. Bon, c'est pas parce que nous sommes machos, non? Nous avons cette étiquette, malheureusement, c'est une étiquette qui nous colle. Vous avez parlé comme masculin. Un candidat, mais pas une candidate. Je suis désolée, donc ce n'est pas. J'entends, je vois. On aimerait bien, parce que depuis qu'il y a eu des élections en Mauritanie pour une seule fois, il y a eu une femme candidate. Les femmes n'ont pas accepté de s'approprier la lutte. C'est ce que nous déplorons. Pour nous, nous sommes conscients d'un fait. Notre lutte ne peut pas avancer tant que les femmes ne vont pas s'impliquer. Un simple exemple, ce sont elles qui donnent le courage à ceux qui combattent. À Rosso, où on a fait nos études primaires et secondaires, il y a eu une grève. C'est une anecdote. La grève était devenue violente.
les forces de l'ordre sont venues intervenir. Le commandant des forces de l'ordre était là avec sa grenade. Il a menacé tous les garçons qui étaient là-bas. Je compte jusqu'à 5, vous ne vous dispersez pas, je fais éclater la grenade. Quand il a commencé à compter 1, 2, 3, on voyait que pour la majorité des garçons, les yeux étaient grandement ouverts de peur. Il a fallu qu'une fille vienne se mettre devant pour dire, celui d'entre vous qui prend la fuite, ce n'est pas un homme. Personne ne pouvait prendre la fuite. C'est pour montrer le rôle que les femmes peuvent jouer dans le combat que nous menons. Nous, oui, elle n'accepte pas. La preuve en est que, regardez la salle. Oui, c'est une question de mentalité qu'on est en train de combattre pour amener les femmes à comprendre que ce sont elles qui peuvent mener le combat plus loin. Quand on éduque un garçon, on éduque un citoyen, mais quand on éduque une fille, on éduque un peuple. Donc nous sommes conscients de tout ça. Donc on est en train de faire un travail qui n'est pas facile. Donc c'est ça, mais nous croyons à l'égalité des sexes. Donc c'est ça, soyez rassurés aussi, c'est très important. Donc je lui ai dit d'une manière très claire que depuis toujours, j'ai été quelqu'un qui a le goût du risque. Je méprise ceux qui ont peur. Donc je ne suis pas là parce que j'ai peur, non. C'est par stratégie. Il fallait constituer des réseaux, il fallait avoir des contacts qui vont être utiles au combat que nous menons. Nous avons fait un serment. Nous avons fait un serment. Ce serment est quoi? Nous allons abattre ce système, quels que soient les moyens que nous allons employer. Je ne suis pas là parce que tout simplement je suis intéressé par la facilité, non. On m'a proposé beaucoup de choses en Mauritanie pour que je ferme ma bouche. J'aurais pu devenir ministre, j'aurais pu devenir directeur d'une grande boîte, mais ça ne m'intéressait pas de monnayer ces privilèges contre la liberté de notre communauté. Donc, d'une manière claire, je lui ai répondu que c'est par stratégie que j'ai préféré m'installer pour une période qui n'est pas définitive. Le jour où nous serons prêts, à l'image de beaucoup de leaders ou de combattants, quand nous serons de retour, ce sera juste pour mettre à genoux ce système d'une manière définitive. Donc c'est ça la réponse que je lui ai donnée. Son dernier tino kala cius le jayga tan yo ngari yimɓe fof jaata. Baram gonɗo e altero ko rappeur ha joni nana prison mi mbaɗi concert o nde min gaydi concert o mbaɗa hoto galle police ji ndiyam ko ha galle nde jettimi nani même pas 15 minutes ɓe gari ɓe pukki guddini ɓe mbimi qu'est ce que vous voulez ɓe mbi non on cherche altero mais altero n'habite pas ici ɓe mbi kam mais tu es son oncle ɓe oui son oncle. Ah, c'est vous qui incitez le président tout à l'heure là dans votre concert. Oui, on a fait un concert, mais c'était à propos de touche pas à ma nationalité. On dit comme je suis le neveu du président, alors je voudrais que tu me donnes 10 000 oubliats, sinon je te tue. Lui, on dans quelle cause? Oui, parce que vous avez incité le président, donne-moi 10 000 oubliats, je fais mon carburant, je m'en vais. Alors je dis arme, wat ben an bowal, on ko passara wonno. Ma taw yew min numéro 1 des familles. Hay gor ala il fait presque 2h du matin la nuit. Lui momi OK. Ma jogino 11 000 oubliats. Yami jakim lestap ngitumi 10 000 oubliats. Je l'ai remis. Il me restait 1000 oubliats pour la dépense de lendemain. Oui. Mais je sais qu'à ce moment, je n'ai pas quelqu'un qui peut me sauver. J'avais un studio chez moi, j'avais 2 portables.
Le moment que je parle avec lui, il a volé les 2 portables sans que je sois au courant parce qu'il sait que je vais appeler tous les contacts. Il est sorti, je suis revenu pour voir les portables pour appeler Monza, le rappeur. Je n'ai pas vu les portables. Et je n'avais aucun contact. Il est parti. Le lendemain, j'ai essayé d'avoir le numéro de Monza. Le matin, je l'ai appelé. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, est-ce que tu le connais? J'ai dit, moi je le connais. C'était l'un des policiers de trucs de drogue là, anti-drogue. Police criminelle. C'était en cours, j'ai oublié son nom. Et après cela, on a fait un morceau qui s'appelle Le Gueuyum avec les Oulad Blood. C'est moi qui ai composé la musique. Mais il ne savait pas que c'est moi qui ai composé la musique. Mais c'est le moment que Oulad Blood sont partis à Dakar, ils ont fait des recherches, ils m'ont trouvé que c'est moi. Nous avons compris. Bon, je dirais tant que vous n'avez pas tapé à la bonne porte pour être en contact avec les membres de Touche-Pas à la Nation entière. Ici en Belgique, ils sont tous connus. Je crois aussi que la communauté mauritanienne n'est pas si nombreuse que ça. Donc c'est facile de reconnaître tout le monde. Avant, en mode Djoulidja, c'était Kébé, Ibrahim, qui était coordinateur. En mode Djoubela, Tcherno Nyang, Yaya Nyang, ils sont tous connus. Donc ce qui est passé est passé. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'entrer en contact avec eux. Ils sont tout le temps actifs, ils sont en train d'organiser des activités. Nous avons besoin de tous les Mauritaniens qui sont prêts à lutter contre cette injustice. En ce qui concerne la France, je dirais aussi que vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Donc ce qui est important, c'est qu'en ce moment, le mouvement est reconnu en France avec un récépissé. Donc, avant de quitter, on peut échanger de contacts et je vous mettrai en relation avec aussi les militants qui sont chargés de gérer la section qui est là-bas. Mais dans les channels, je mets à White Nadine. Je vais vous dire que je vais vous dire personne. Aïe, ton jangi nan nomi lycée français ko otoji police en civil gonat don directeur o huli so contrat yam kasi tan o renouvelle won meɗo ɗo yeccitade wi holno Abdoul Birane wurdi toon joɗade en waɗa théorie ji c'est très facile so mbiɗa ara ɗo hen yimɓe ne gandi biye jam no mbaɗiran holka ɓe mbattata hen i to heɓata biyeji makko i wona yimɓe nan toon ne jeeya barile ndiyam no dogno bamɗe hande dina gadda biye taw ala no ngaali liggotonoɗo donc il y a tellement de choses seɗen jiiɗi haɓede haare nde wonko yadata seɗen jiiɗi haare nde nde yufta nde wodete nde wufti alay sago ko mon fof daña to heedi eɗen jogui probléme e diaspora men Amadou Dioulo so yaltini mbuuɓi sikkata ko million yaltimi mbuuɗo yaltini ngu alay sago o wiya omo impose hen wone gueɗe ala wona noon min de so mbiɗo walla yimɓe ne kaɓe wiyatmi ko mbuuɗam nani essentiel ko résultat o yo résultat o yiye résultat o so yiyaka change en stratégie mais résultat o somo yiye tan minen mamin mbaɗa koko min poti wadde ko dans toutes les diasporas les gens contribuent d'une manière systématique. Si tu as vu que les tigres de l'Elam Tamoul ont résisté pendant plus de 20 ans, ils ne cabaient l'âme Colombo, parce que tu es un peu fof et jogi qui est sous et ben balde jomumien. Ou men ou dani tomen. On a encore manifesté, on avait des blessés, des jeunes qui ont reçu des grenades à la nuque. Ça a nécessité des opérations très compliquées. L'hôpital national ne pouvait pas, c'était des cliniques spécialisées. Mais comment on faisait pour les soigner? On collectait et ça prenait du temps. Et à un moment donné, moralement, on ne pouvait plus amener ces jeunes qui se blessaient alors qu'on ne pouvait plus les soigner. C'est-à-dire qu'il y a un problème de conscience. C'est min jana non tan emin gandi do hay so ko gaani do jom so yaman opéré joni kalis de wutti mbal kono ko moyen di ngona ko ngora moyen di holto podi yalto moyen di podi yalto tan ko diaspora ko mbiɓe ko noon mi hoɗani ɗo mi yiɗa hodde ɗo mbiɗo jogui contrat e leñolam kadi mbiɗo jogui une vision très claire vision claire komi gonɗo mi ñamtata wondoram nden yonti ken waɗoɓe ɗum te sen mbaɗi ɗum kadi battinata ha yimɓe foof jiya
eyyi heddi noon ko mbiyata probléme de leadership ko dañol ngol woni mon fof ini ardade tant que enen en ngala culture garden oɗo goppemo o yaha tant que waɗi des résultats yo yaha kono en ngala on ɗon culture alay saago yimɓe kaɓa e on ɗon mentalité eyyi min noon kam mi haalat mum d'une manière très claire avenir am wona ɗo henne e leydi ndi woni ala ko saaha dabɓo ko fewnete ko fewne ha gas tan gasi kono noon kam yaade ɓori tan après ne daro ne ƴettodiri e téléji sen belliti eɗen dutto toon ko yendu réglu sendi réglani nde duppo ndi suuma fewre men enen fof walla bonira men enen fof haala ka gasa yaɓa cer ɗum tan woni ɓen junude haydara en ngala eɗen goni nder leydi hande hay guure men so yimɓe neɗɗo mayima jaggue taccine nayi Sénégal ubboye toon don nayinaɓe wona ko ɗum woni probléme mumen aɗa jooɗi ɗo henne sukaɓe ma mbawa janggude école concours so waɗi en tinatani hakkude sahoɓe concours waɗata waɗe gasa minen min gandi ke min guuri e nder Mauritanie ko on nenkri min aucun mouvement hay min mbiyani o mouvement walla o mouvement woni responsable ala kono kadi e haare sino waɗe il faut ko ƴiƴam kesam adde min somi woni ɗo henne mbiɗa haaɓe pendant 30 ans somi yii sukaɓe ngara alay saago ƴiƴam kesam watte hen kono mi wawi wiide mbiɗa haaɓe ɗo pendant 30 ans 40 ans so sukaɓe ngari tan mbiyama soɓɓe daaɗe mumen walla koyɗe mumen ala ko min tan woodi ko min tan wodata holto relève woni haare men ala relève yimɓeɓe jaɓani relève wona e haare men relève noon so ala hay nokku en jahaɗama ɗum ɗon woni caɗele men tigui ko ɗum yimɓe poti yewtude kadi ɗum sine yewte wona e ɗiɗo banggueji ko hunde yewtetede d'une manière stratégique taw kadi eɗen ina yewte e suturo wona stratégie wona sirru e nder leñol ko ɗum tan woni haala ka te sen dartaki ay ko woni ɗo enne Mali ko ko fulɓe mbaɗate toon no mbañe ko fayat ko Guinée ummo toon fata to men enen ɓe eɗen mbawi wadde ɗum e haqqillaji men ƴeewen binden tongen ƴeewen ɗo e yeeso seeɗa koto men ɗo enne fayi ma en jewto e en ni ɗo e yeeso Allah jaaɓi enen. Je viens de Madagascar, je suis malgache donc. Bon, il y a une question quand même qui a été occultée. Moi, je ne savais pas. Alors que, d'une façon générale, je m'intéresse à la situation en Afrique. Mais je ne savais pas qu'en Mauritanie, il y a les Noirs vers le sud, et puis les autres par là, et puis il y a une antagoniste. Vous avez déjà expliqué tout à l'heure le comment et le pourquoi de cette situation. Mais c'est une découverte pour moi, cette situation. Et la question essentielle, je vois marquer essentiellement la situation des Négros. Dans le temps, en géographie, en histoire, je savais quelque chose quand même sur la Mauritanie et tout ça. Aujourd'hui, il y a combien de population là-bas? Est-ce qu'on sait la ratio entre ceux du nord et ceux du sud? Et j'ai entendu tout à l'heure, parce que cette question, je l'ai entendue déjà il y a longtemps, parce qu'il y a des gens, il y a des Mauritaniens du sud qui prônent la sécession. Ça, je l'ai vu. Donc, je voudrais savoir où est-ce que ça en est tout ça. Merci. Peut-être que j'aurais dû commencer par expliquer un peu comment se présente la population mauritanienne. Bon, on fait environ 4 millions d'habitants. Nous avons des populations noires et des populations arabo-berbères. Les populations noires peuvent constituer jusqu'à 75%. Mais ces populations noires sont divisées en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les populations négro-africaines, c'est-à-dire que l'on retrouve dans les autres pays africains, les Peuls, qu'on retrouve dans d'autres pays africains, les Wolofs qu'on retrouve aussi au Sénégal, et les Soninké qu'on retrouve aussi au Sénégal et au Mali. Ils parlent des langues purement africaines. Et l'autre composante noire, ce sont les Haratines, qui sont autrefois qui étaient des négro-africains, mais victimes de l'esclavage, ils ont été assimilés par les maîtres arabes. Ils sont noirs de peau, mais ils parlent l'arabe ou hassania. Donc quand on parle de couleur de peau, les noirs constituent une écrasante majorité du moment qu'ils sont, les deux réunis, les négro-africains et les haratines, constituent au moins 75%. De l'autre côté, vous avez les arabo-berbères,
qui sont donc une catégorie du type maghrébin. Et quand on parle maintenant de la langue, ça c'est autre chose, puisque critères linguistiques, les Haratim parlent la même langue que la classe dominante. Point de vue linguistique, donc ils sont majoritaires. Et géographiquement, quand on s'intéresse à l'occupation de l'espace mauritanien, nous avons le site où la Mauritanie partage ses frontières avec le Sénégal et le Mali. Il y a ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique. Nous avons les mêmes peuples, les mêmes communautés des deux côtés du rive du fleuve, des deux côtés du fleuve Sénégal, pardon. Nous avons des peuples de l'autre côté, nous les avons de ce côté, les Wolofs, les Soninké. La même chose également du côté du Mali. Ce sont généralement les mêmes familles, mais les frontières ont été tracées d'une manière aberrante, donc ces populations se sont séparées. Et c'est ça les négrographiques. Donc ces populations habitent le sud de la Mauritanie, c'est la partie la plus peuplée, puisque la partie la plus humide, avec une pluviométrie donc plus abondante par rapport au nord, mais aussi avec le fleuve et avec un climat plus favorable. Alors que dans le nord, c'est le désert, donc ça ne favorise pas ça ne favorise pas l'installation massive de population, ce qui fait que le nord est vide avec des densités qui sont à l'ordre de inférieur le plus souvent à 1 habitant par kilomètre carré. Donc sans aucun doute, le poids démographique penche du côté des Noirs. C'est pour cette raison qu'il y a eu de temps en temps des purges. C'est pour cette raison qu'il y a eu près de 120 000 Noirs mauritaniens expulsés au Sénégal. Il y a eu donc une partie qui a été massacrée et l'autre partie qu'il voulait assimiler. Voilà, d'une manière très claire, les Noirs constituent une majorité. Maintenant, sur le plan communication, l'État mauritanien a toujours mené une campagne de propagande pour montrer que les Arabes sont plus nombreux dans ce pays. Et ça se traduit à travers la diplomatie, où dans toutes les ambassades, pratiquement, ce sont les gens de cette même communauté. Toujours un ministre des Affaires étrangères qui est de la communauté arabe. Quand on réalise des timbres postes, donc on fait tout pour qu'apparaisse la culture arabo-berbère. Donc quand on veut présenter des films, c'est toujours encore en faveur de cette communauté. C'est ça la Mauritanie. Donc ce qui fait que, de facto, c'est un peuple divisé, qu'on le veuille ou non. Donc il y a les Noirs d'un côté, il y a les Blancs, même dans... secrétaire général on Abuja, Aliou Dia, mon coordinateur Amadou Dia, et trésorier on Yaya Niang, il faut que membre kala jokkodir don, jogi non carte de membre pour adhération on ya ado hen Thierno Niang kanyum jogi carte de et min bo jogi carte capital non jarta ko 10 €. Cartal faut 10 € de joga kala neddarin way wadde adhéré soit cartal chaque 2 mois non eden jogi réunion assemblée générale do e orlo de site on odo place eden bada réunion chaque 2 mois 3e dimanche et le deuxième mois on a odo mois on tour deuxième mois wi podi wat 3e dimanche garo do eden jogi réunion assemblée générale do ñand réunion fofu non yimbe piye go fo bujjoy 5 € kala dum do en gondo fedde en do wat fiide bujjoy dum woni do enen ay gon non hada ay gon heeda fedde ko fedde men enen fof ko kabanden ko enen fof kabanto ko Mauritanie kabande ko portal yo woni Mauritanie recensement yimbe go fof foti recensade yimbe nan da bay led ko din men recensade ki dañal dum do ley dañ men nana kepte problème aji nan tan bay no leydi ko woni mali ko to men fay sen daraki dum non baw dum do enen yo andir non gisi for wi dum ko bolle puuy yimbe fo non hewbe ji kala ko wada jeera dum ko bolle puuy kala ko wi'a dum bolle puuy yata be bari dum gaccen do jahaw non yo ar yaata yimbe ko dum buri ayi bande en goni hen ade ko do gonde men ko non bawden habiraade sabu hay ullude leydi koy haare jeya wona wi min dum jarnani wala badami tour sa arani goddo arani hay tan yata. Voilà, je m'appelle Léa Andrea. Je suis l'éditrice donc de Monsieur Abdoul Iranouane. Je l'ai connu en fin de compte il y a 1 an de cela à Paris lors d'une conférence. Il y avait une plateforme
du BizNews. C'est une télé sur le web. Et il a exposé, en fin de compte, le problème mauritanien. Et à ce moment-là, il cherchait des éditeurs qui pourraient éventuellement faire sortir ces manuscrits. Bon, on s'est perdu de vue, mais après la conférence, il m'a rappelé, on s'est rappelé, et je lui ai dit que bon, la maison était disposée à éditer ces manuscrits. Et bon, on se disait qu'il fallait absolument faire quelque chose pour que les problèmes de la Mauritanie puissent être connus dans le monde entier. Et il m'a exposé en fin de compte ce qu'il pourrait éventuellement faire, des conférences comme celle-ci. Et puis comme c'est quelqu'un qui est très actif à mon goût et qui a un réseau vraiment spécial, et je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, c'est le commencement parce que ça vient de sortir. Il y a juste 3 jours que son ouvrage vient de sortir. Et vous êtes les premiers à l'avoir entre les mains. Et vraiment, je suis contente pour une première approche avec les Mauritaniens que je ne connaissais pas non plus. Très souvent, enfin, on connaît la Mauritanie et tout, mais les problèmes à l'intérieur, je crois que c'est pas encore, c'est très méconnu de la part des autres nationalités, si je peux dire, parce que bon, Mauritanie pour nous c'est comme si nous, Madagascar c'est une île, mais personne ne connaît les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Et là, on commence, et en lisant le manuscrit de Juan, on s'est dit que vraiment il y a un gros problème. Donc vous êtes là pour le soutenir et puis faire que les choses avancent. Donc voilà, je suis juste la représentante de la maison Les Éditions Continentales. Je suis donc à la direction de la France et de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie infiniment d'être là, de le soutenir dans son combat. Je crois qu'il n'est pas le seul, mais vous tous, vous êtes concernés. Donc voilà, allez de l'avant et puis bonne continuation. Depuis quelques années, nous avons vu ce qui se passe dans certains pays, comme le Mali, la Guinée, la RCA, où une communauté est stigmatisée. Et il y a un massacre organisé, planifié, au su de tout le monde. Personne ne semble choqué. Des victimes existent partout. Quand on tue un Palestinien, c'est le monde entier qui bouge. Au Mali, on est en train de massacrer des milliers de peuples. Personne ne dénonce. Pourquoi? Parce que l'État malien, dans le cadre d'un groupe de bandits, de présidents terroristes, groupe appelé G5 Sahel, activement soutenu par la France, ces pays sont en train de diaboliser une communauté pour procéder à une épuration ethnique. Nous profitons de la présence des personnes qui sont là pour demander à ce qu'on dénonce ce qui se passe. Des enfants sont massacrés. Quel est l'instrument ou l'argument utilisé par les régimes de dictature qui sont en train de massacrer ces peuples? Ils ont vendu donc une histoire qui n'existe pas. Ils ont étiqueté tous les peuples comme des djihadistes. Aujourd'hui, l'État malien, appuyé par des Occidentaux, s'en sert pour armer des milices, pour utiliser son armée, rentrer dans des villages, peuples, massacrer le bétail, massacrer des enfants, massacrer des femmes. Des images existent, mais elles sont tellement choquantes qu'on ne peut pas les montrer ici. Nous voulons que chacun dénonce en tant qu'être humain, en tant qu'être humain qui est contre l'injustice, en tant qu'être humain
issus d'une communauté ou d'une nation qui a connu l'injustice à un moment donné de l'histoire, nous lançons cette alerte pour demander à ce que tout le monde soit solidaire. Ces peuples, c'est des êtres humains. Parmi eux, il y a des bons, parmi eux, il y a des mauvais comme dans toute communauté. Mais on ne peut pas stigmatiser tout un peuple. En Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Tchad, au Niger, et se livrer à des massacres en toute impunité. Donc c'est ça le message que nous avions à lancer par rapport à ce qui se passe au Mali. Nous donnons le micro à notre frère Abuja qui va lancer aussi, qui va prononcer quelques mots pour dire ce qui se passe réellement, pour que tout le monde soit sensibilisé et soit au même niveau d'information. Nous devons nous mobiliser pendant qu'il est temps pour éviter qu'un génocide se produise au Mali, comme ça s'est passé il y a quelques années au Rwanda, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, et nous n'aurons que des regrets à faire pour dire voilà, si on savait prévenir vaut mieux que guérir. Arrêtons tout ça pendant qu'il y a encore temps. Merci à tout le monde. Et dans 24 pays, il 30 pays. Kemgol Tchadele, tout de Somalie, ha Denkanima et Mauritanie. Hande non, holto buri bonde. Holto buri bonde. Holto cukalon mbarate, holto rewɓe mbarate, holto jawdi soppate wari ha laaɓa. Te mettati nagge wara fonani ay wonde 3 jours wala 4 jours a Nigeria. Mali nay kone galleji duppe worɓe jagge coke ɓe mbare ɓe coppe e jiiɗi fof. Hol noon enen holko poɗɗen wadde enen, holko poɗɗen wadde, poɗɗen tamadirde ha tiiɗa, jaggodiren ha tiiɗa, kucciten oɗo génocide beele mbawen wallude ko enen e daroɗen ko no